Binge Audio présente. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs et c'est de blancs dont il va être question aujourd'hui. Pendant longtemps, le débat sur les questions raciales s'est focalisé sur les minorités raciales, celles qui étaient structurellement désavantagées par le racisme. Les blancs sont restés longtemps hors du champ de désignation médiatique. Nous avons déjà consacré des épisodes de Kif Taras à la couleur des blancs et aux privilèges blancs avec Maxime Servul et Eric Fassin. Aujourd'hui, nous allons faire un détour par les États-Unis pour évoquer ce sentiment de plus en plus diffus qui s'empare de citoyens blancs et blanches qui se vivent comme dépossédés de leur statut supérieur. Pour en parler avec nous, nous avons invité une experte, Sylvie Laurent. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Tu es historienne, américaniste, enseignante à Sciences Po et chercheuse associée aux universités de Harvard et Stanford. Rien que ça. Tu viens de publier le livre « Pauvre petit blanc » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Alors, peut-être que tu le sais, Sylvie, dans Kif Taras, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils se définissent, si elles ou ils se définissent sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et moi, je suis noire. Est-ce que toi, tu te définis, Sylvie? Et si oui, comment? Alors, je me définis vraiment uniquement parce que tu me poses la question. Mais puisque tu me poses la question, clairement, je suis blanche. Mais clairement, comme mon objet, c'est les États-Unis et la question raciale aux États-Unis, en fait, j'ai plutôt toujours été l'étrangère. C'est-à-dire que ce qui est assez marrant, c'est que mon objet a toujours été à distance, puisque je travaille sur les États-Unis. Donc, le regard qu'on pouvait porter sur moi ou la façon dont je pouvais me construire dans ma recherche, c'était plutôt la française un peu bizarre qui vient s'occuper de ce qui se passe aux États-Unis. Mais objectivement, on va dire que voilà, je suis non racisée. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ça t'est apparu, dans le contexte français ou pas particulièrement? Non, sauf que je suis consciente de ce que je suis dans un environnement où voilà, l'injustice est quelque chose qui m'importe et le combat antiraciste me parle. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre conscience de sa chance, de son confort et allez, lâchons le grand mot, de son privilège. Alors, ton livre s'appelle « Pauvre petit blanc ». Donc, c'est un titre qui interpelle, tant par le fait qu'il est rare d'évoquer les blancs dans le champ politique français, et aussi par l'ironie qu'on peut y déceler. Alors, que signifie donc ce titre, Sylvie Laurent? Alors, c'est un titre, évidemment, qui est assez provoquant et qui est en effet ironique à dessein. En fait, je suis partie d'une constatation assez étrange, qui, en tout cas, moi, m'a parlé, qui est que plus de la moitié des Blancs aux États-Unis pensent que la discrimination dont ils sont victimes, eux, est équivalente à celle de la discrimination des minorités. Alors, on peut balayer ça d'un revers de main en disant « qu'est-ce que c'est que cette blague ?» Enfin, ces gens sont paranoïaques. Et on peut aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, essayer de comprendre comment ce sentiment, quand même, assez paradoxal d'une population en situation majoritaire qui détient 80% de l'ensemble des ressources du pouvoir, de la représentation, qu'il s'agisse des institutions, du pouvoir politique, du pouvoir économique. Alors bien sûr, moi je suis parfaitement au courant qu'il y a des pauvres blancs, qu'il y en a beaucoup, il y en a des millions, des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été fracassés, etc. Je le comprends parfaitement bien. Il n'empêche que, comparativement, un ouvrier blanc est quand même mieux loti qu'un ouvrier noir. Et comment se fait-il que ces gens aient sincèrement le sentiment qu'ils sont les perdants, que les vraies victimes, ce soit eux, et plus encore le raisonnement que je mets au jour dans ce livre, c'est que la raison pour laquelle ils se sentent victimes, moi ça me va très bien, moi je critique le néolibéralisme, donc si les blancs disent qu'ils sont victimes des grands patrons et du top 1% et de ceux qui les exploitent, ça me va très bien, sauf que le raisonnement n'est pas du tout celui-là. Le raisonnement est de dire, je perds moi, je ne suis pas privilégié parce que d'autres, les Noirs, les minorités hispaniques, arabophones, etc., elles ont trop. Elles ont tellement plus que moi, dans ma position, je suis le perdant. Et donc, cette idée folle, qui n'est fondée sur aucune donnée empirique, méritait une petite genèse historique, et donc c'est ce que je fais dans le livre. Alors, dans tout ton livre, tu tisses l'histoire des luttes noires et des luttes minoritaires, de leurs acquis en termes d'accès aux droits et de l'écho négatif que ça a pu avoir, comme tu viens de le dire, pour les Blancs, pour des Blancs dans leur perception de leur statut. Tu évoques un sentiment de dépossession raciale. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi il s'agit ? Alors, en fait, le principe essentiel, c'est que les États-Unis sont avant tout une colonie.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la mentalité américaine aujourd'hui si on ne se souvient pas qu'au XVIIe siècle, il s'agit d'une poignée de colons européens qui prennent un territoire, qu'ils volent à des tribus indiennes qui n'auront de cesse de se défendre et qu'ils font fructifier par le travail servile. Et les premiers Américains, c'est-à-dire ces colons qui sont là, vivent dans la peur permanente et rationnelle de deux choses: la résistance indienne, c'est-à-dire des guerres pour récupérer les terres qui sont les leurs, et la révolte des esclaves qui n'ont pas l'intention de se laisser dans les fers. Et donc de cette espèce de précarité, de vulnérabilité, est ressortie l'idée, nourrie en plus par un sentiment religieux très, très fort, du messianisme, l'idée « cette terre est à nous, Dieu nous l'a donnée », qu'on conspirait à leur prendre et qu'ils allaient être dépossédés de cette nouvelle Jérusalem qu'ils avaient créée quelque part au nord de l'Amérique et qu'il fallait se protéger. Et donc, plus ils exterminaient les Indiens pour leur prendre leurs terres, plus ils asservissaient des centaines de milliers, puis des millions d'Indiens, plus ils étaient dans la posture de l'autodéfense. C'est ça le grand paradoxe, c'est que plus ils étaient conquérants et impérialistes, plus ils avaient le sentiment qu'ils se défendaient eux-mêmes contre une agression extérieure. Et ce sentiment de ce qu'on appelle un complexe obsidional, l'idée qu'autour de vous, des forces ennemies conspirent à vous attaquer, a été entretenu très très vite par les puissants, par les possédants, pour donner le sentiment à tout le monde qu'il fallait être sur le qui-vive. Et vous avez entendu parler récemment des vigilantes, c'est-à-dire ces Américains de base qui pensent qu'ils s'auto-assermentent policiers de quartier parce qu'il y a toujours cette idée qu'il faut protéger la population blanche de criminels qui sont là et qui rôdent. Et c'est un fantasme évidemment extrêmement délétère, puisque c'est à l'origine de la criminalisation des Noirs et d'un système d'oppression raciale fondé sur l'idée qu'il faut surtout les maintenir en sécurité derrière, dans les prisons, avec beaucoup de police, beaucoup de barricades. Enfin, c'est presque l'Afrique du Sud. Et en même temps, ça a donné le sentiment aux Blancs qu'ils vivaient dans la peur permanente. Et dès qu'il y a eu un progrès racial dont tu parlais, Rokhaya, dès la fin de la guerre civile, les Blancs ont dit « Ah, c'est ça, on nous prend nos plantations. Ah, c'est ça, on nous prend notre suprématie. Ah, c'est ça, on nous prend notre grande civilisation blanche et brillante. » Et quand récemment, la question des statues des monuments confédérés s'est posée, les gens du Sud, mais des gens de 25 ans qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'a été cette histoire-là, se sont manifestés en disant « C'est à nous, c'est notre culture, notre héritage, et on veut nous le prendre. » Et j'ai retrouvé comme ça, tout au long de l'histoire américaine, ce sentiment qu'ils allaient être dépossédés parce que les Noirs et les Bruns, les femmes aussi, il faut dire, qui sont aussi dans l'équipe, allaient leur prendre ce qui leur revenait de droit. Et donc, tout le paradoxe, c'est cette idée de droit. Et donc tu dis dans ton livre que tu parles de cette conscience de soi blanche qui n'émerge que sur la défensive. Donc c'est ça en fait, c'est ce fait qu'il faut défendre la race. En fait. Alors sauf qu'ils diront jamais ça comme ça. Non. C'est-à-dire que, alors pour être parfaitement exact, certains le disent comme ça. On voit depuis un certain temps les groupes suprémacistes de l'ultra-droite sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les milices qui se déplacent dans les rues. De plus en plus, on tient ouvertement ce discours-là, mais le plus souvent c'est euphémisé. On parle, et c'est le président Trump qui utilise ce langage-là, de notre culture, notre civilisation, notre héritage, voire plus implicite et plus insidieux encore, notre liberté. C'est-à-dire que des concepts aussi simples que citoyenneté et liberté ont été, dès le XVIIe siècle, construits comme étant la prérogative exclusive des Blancs. Pourquoi ? Parce qu'il fallait être propriétaire d'un bien pour avoir le droit de vote et être éligible à la citoyenneté américaine, et que les Noirs étaient du côté de la propriété plutôt que du droit de propriété, et que donc d'emblée, il y a ce sentiment que ce qui nous revient, c'est presque synonyme du drapeau américain. Donc derrière toute exaltation nationaliste, il y a quand même toujours la question à se poser, mais de quelle nation et de quel peuple est-ce que vous parlez ? Et bien souvent, implicitement, les gens pensent à ce qu'est à nous, quoi. Nous, c'est-à-dire les Blancs. Et comment on devient blanc aux États-Unis ? Parce que tu parles dans ton livre des Blancs ethniques. Ce ne sont pas les Blancs qui ont historiquement peuplé les États-Unis. Donc, quel est ce processus de blanchité ? Alors, il y a une histoire qui est déjà très connue, qui est comment certaines minorités européennes de carnation claire ont pu être discriminées lorsqu'elles sont arrivées aux États-Unis. On pense principalement aux Juifs ashkénazes, aux Italiens, aux Irlandais. C'est vrai qu'ils ont subi une forme de discrimination. Pour autant, à aucun moment, ils n'ont été soumis aux règles de discrimination raciale telles qu'appliquées aux Noirs. Les Irlandais ont toujours pu voter, ils ont toujours pu se marier avec qui ils voulaient, ils n'étaient pas persécutés par la police en permanence, et le mariage interracial ne s'appliquait pas à eux. Donc ils étaient discriminés, mais ils n'étaient pas racisés comme on a pu le dire certaines fois. Mais les Blancs ethniques, c'est intéressant. Dans les années 70, le président Richard Nixon comprend que défendre la domination blanche des WASP, des anglo-saxons protestants qui sont les dominants, ça parle plus aux petites banlieues, classe moyenne, inférieure, dont il veut le vote.
Et donc, il s'adresse à ce moment-là à tous ceux qui sont les descendants des immigrés européens dont j'ai parlé tout à l'heure, irlandais, polonais, juifs, italiens, en leur disant « vous voyez, vous êtes les vrais Américains. Mais vous n'êtes pas des Américains puissants de New York qui venaient de l'Angleterre ou des pays scandinaves. Vous êtes des pauvres petits blancs, c'est-à-dire vous êtes des blancs qui travaillaient dur, vous êtes des ouvriers, vous êtes... Et vous êtes la sève de l'Amérique. » Et il y a un exemple que je peux vous donner, que vous connaissez certainement, c'est les films Rocky. Rocky ou Rambo, c'est exactement ça. Rocky Sylvester Stallone, c'est quoi? C'est l'Italien-Américain de Philadelphie qui trime dans un abattoir et qui va avoir un grand combat contre qui? Apollo Creed, qui est quoi? Le bourgeois noir, qui ne s'entraîne jamais, qui ne transpire jamais, qui mange jamais des blancs d'œufs, qui est jamais en train de courir comme un malade dans les rues et qui se pavane dans le drapeau américain à la fin. Et le message de Stallone et de tous ces films, c'est mais en fait, le vrai Américain, celui qui mérite la victoire, c'est pas le noir qui est là, cette espèce de bourgeois qui mérite pas. Le vrai, c'est l'Italien américain. Parce que c'est lui, celui qui trime, celui qui a l'éthique du travail. Et donc, toute cette idéologie qui arrive dans les années 80, au moment où Nixon et Reagan sont en train d'organiser les inégalités de richesse à un plan absolument monumental, permet de conforter chez les Américains blancs l'idée que eux, ils méritent. Et que ces Noirs qui bénéficient de l'affirmative action, c'est des resquilleurs. Ils passent devant. Ils méritent pas. Voilà. Comme si on leur avait donné des choses, en fait, qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'étaient pas allés les chercher. Exactement. Si on passe à une époque plus contemporaine, il y a une idée reçue, répétée depuis l'élection de Donald Trump en 2016, qui laisse entendre qu'il a été élu par une population désemparée pour des raisons d'insertion économique. Pourtant, ton livre montre que 90% des personnes qui ont voté pour lui étaient en situation d'emploi, donc pas en situation d'exclusion. Toi, tu l'analyses justement comme une forme de revanche, en fait, de la blanchité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors, c'est pas exactement ça. Ce qu'on a beaucoup dit sur l'élection de 2016, et d'une certaine façon, on pourrait nous le resservir là pour l'élection du moment. Ce qu'on a dit, c'est oui, mais vous comprenez, Donald Trump, c'est le candidat de laisser pour compte de la mondialisation. C'est le candidat de tous les Rockies, de tous les white ethnics, de tous ces pauvres qui travaillent dans les usines. Mais vous comprenez, les immigrés sont arrivés, leur ont pris leur emploi, et puis il y a eu les délocalisations. Donc quand même, ils ont exprimé leur anxiété économique. Alors ça, c'est un récit très pratique. Donc on a inventé le stéréotype du petit blanc Joe le plombier, qui n'existe pas du tout, mais c'était très pratique pour tout le monde pour deux raisons. Première raison, ça permet d'expliquer que le racisme, c'est les pauvres, qui est, moi, une idée historiquement contre laquelle je m'élève et qui est contraire par ailleurs à tout ce que l'on sait sur la réalité. Je rappellerai qu'il n'y a que 30% des gens qui ont voté pour Trump qui étaient sans diplôme dans une situation de catégorie socio-professionnelle intermédiaire, donc ça fait quand même 70% du reste, que le racisme est une instrumentalisation et une création en général des élites culturelles et que pour le cas des États-Unis, ça se démontre tout du long de l'histoire. Et par ailleurs, ce qui est vrai, c'est que les gens qui ont voté pour Trump ont ce sentiment de dépossession. Mais quand on regarde de plus près, quand on leur dit « Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie va mal parce qu'il y a trop d'immigrés, que c'est la mondialisation, les Chinois, les Mexicains, etc. » Ils disent oui. Mais quand vous changez la question et que vous leur dites « Est-ce que vous avez peur qu'à la fin du mois, vous n'allez pas pouvoir payer l'assurance de votre voiture, la cantine de votre enfant ou votre loyer ?» Les gens disent « Non, non, ça va. » Donc en fait, ils n'ont pas d'inquiétude rationnelle. Alors, ils n'ont pas d'inquiétude personnelle, mais ils ont le sentiment qu'à l'issue de 2 mandats d'Obama, le pays va dans le mur. Et que donc, en réalité, les gens se sentent dépossédés. Ils ont le sentiment d'un déclin. Vous vous rendez compte, il y a des Noirs à la Cour suprême, il y a des Noirs... Enfin, à la Cour suprême, il y en a pas tant que ça. Bon, il y en a un, mais c'est pas le meilleur exemple. Mais il y a des Noirs à la Maison-Blanche, on les voit partout représentés. Puis regardez, ces Hispaniques, il y en a de plus en plus. Et puis la culture devient de plus en plus diverse. Et donc, les gens ont objectivement le sentiment, c'est quelque chose qu'ils ressentent pour de vrai, qu'ils sont déclassés. Mais quand on leur demande, est-ce qu'il y a des Noirs autour de vous? Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration autour de vous? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de perdre un emploi, une place pour un logement ou à l'université à cause de quelqu'un de couleur? Ils vous disent non, mais j'ai entendu dire que... Voilà. Donc d'où l'ironie, c'est-à-dire qu'on les a incités, et c'est le discours de Donald Trump, à dire, mais regardez, ils viennent vous prendre. Et quand vous dites trop ça aux gens, vous activez cette espèce de peur anthropologique qui, je le montre dans le livre, date d'il y a très longtemps. Alors cette dépossession raciale dont tu parles, elle se traduit aussi beaucoup par cette idée de la discrimination inversée. Donc tu as parlé d'université et de l'accès aux emplois publics, par exemple. Donc l'idée d'une discrimination qui serait inversée, c'est ancré au sein de nombreux blancs, et en particulier des sympathisants républicains. Il y a 40% d'électeurs de Trump qui pensent que les blancs souffrent autant de discrimination que les noirs, et 17% qui pensent qu'ils souffrent davantage que les Noirs. Donc, comment
Est-ce que ça t'inflige? Excuse-moi, c'est Qu'est-ce qui se c'est passe dans leur nerveux parce tête? que là, on me dit, bon, quand même, c'est 17% Mais là. les chiffres ont y compris augmenté. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce discours-là, c'est une stratégie politique qui est née dans... Alors, je disais tout à l'heure que dès le lendemain de la guerre civile, là, pour la première fois, on a parlé de discrimination inversée. Quand les premières lois ont été passées pour garantir la protection du droit des anciens esclaves qui devenaient juste libres, donc il n'y avait strictement rien, pas d'école, pas de vêtements, pas de... Donc il y a eu des premières lois qui ont été passées, et déjà les premiers sudistes ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette discrimination inversée? Nous, on en prend nos plantations, et eux, on leur donne tout. Mais c'est vraiment à partir de la révolution des droits civiques qu'une partie de l'Amérique s'est dit, là, il y a un problème. C'est-à-dire que si on va vers l'égalité raciale, on peut plus dire vive le Ku Klux Klan, tout le monde doit retourner travailler dans les champs de coton, on peut plus être objectivement raciste. Donc ce que l'on peut faire en revanche, c'est commencer à mettre en place la rhétorique selon laquelle plus il y a d'égalité raciale, moins il y a d'opportunités pour les Blancs. Plus on ouvre l'université, le marché du travail aux Noirs et aux minorités, alors forcément, ça fait beaucoup moins de postes pour les Blancs, alors qu'ils sont tellement plus qualifiés et tellement plus méritants. Et ce sont les conseillers, initialement venus de la gauche, devenus néoconservateurs dans les années 70, qui ont soufflé au Parti républicain cette stratégie consistant à dire, vous savez, les ouvriers blancs américains, ils continuent à voter démocrate parce que ce qui les intéresse, c'est des bonnes conditions de travail, c'est des droits syndicaux, c'est avoir une protection de santé, des perspectives d'avancement. Ça, on ne va pas leur donner parce que nous, on va faire une politique de dérégulation et de favorable aux riches, comme le Parti républicain n'a cessé de le faire, en particulier à partir des années 80. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est on peut leur donner ce sentiment qu'on va les protéger face aux intrusions de ceux qui ne méritent pas. On va leur raconter que de plus en plus les Hispaniques et les Asiatiques viennent s'installer dans leur quartier, que dans leurs écoles qui avant étaient très propres et très bien organisées, maintenant c'est le chaos. On va leur expliquer que de plus en plus de Noirs, à cause de l'affirmative action, prennent les meilleurs postes alors qu'ils n'ont pas les bons diplômes. Mais à cause de la politique qui est menée, alors un ouvrier qui a tous les diplômes ou un employé qui a tous les diplômes, il n'aura pas le poste parce que c'est une femme noire, gay qui va l'avoir. Et toute cette rhétorique, mais qu'on entend encore jusqu'à aujourd'hui, y compris en France, de la politique des identités, du Parti démocrate qui n'aurait jamais cessé d'être pour les minorités. Moi, ce qui me fait, je me dis toujours, mais donnez-moi un exemple. Enfin, où est-ce que Bill Clinton n'en a eu que pour les Hispaniques et les Noirs? Enfin, moi, personnellement, ça m'a échappé. Même chose pour Obama ou pour Johnson ou pour Carter, mais c'est l'idée. Mais la vérité, c'est que le Parti républicain a réussi à convaincre les gens de ça. Et donc, c'était un sentiment qui était en veille, comme ça, chez les Blancs. Et quand Trump arrive, après 2 mandats de Barack Obama, il arrive à activer ça. Il fait sa campagne explicitement là-dessus, sur attention, des caravanes de Salvadoriens arrivent, attention, les Noirs vont sortir de leur ghetto pour venir, il faut vous protéger. Et quand il parle de protectionnisme, c'est pas le protectionnisme économique, c'est du protectionnisme racial. Il propose de protéger les Blancs contre les autres. Ouais, avec même l'érection d'un mur, enfin quelque chose de même physiquement, de faire en sorte que les gens ne dépassent pas les frontières. Et pourtant, tu évoquais la question de l'action positive dans les universités. Il est pourtant prouvé que les critères de sélection en faveur des minorités n'ont pas d'incidence sur les trajectoires des Blancs. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce cas emblématique qui est celui d'Abigail Fisher? Oui. Alors en fait, le premier cas où un étudiant blanc considère qu'il est discriminé à l'université, c'est un peu avant, c'est en 78, il s'appelle Alan Bax, dans une université où il voulait faire des études de médecine. Mais c'est vrai que le cas d'Abigail Fisher est très intéressant. Pourquoi? Donc c'est une jeune étudiante qui tente 4 fois d'entrer à l'université et qui est 4 fois rejetée à l'université du Texas. Et elle considère que c'est pas juste. Et que la raison pour laquelle elle n'a pas été admise, c'est qu'il y a un programme qui existe dans cette université qui consiste à réserver un nombre de places au top 10% des meilleurs élèves des lycées publics du coin. C'est une mesure qui a été mise en place en se disant jamais un hispanique ou un noir d'un lycée public n'accédera à une université. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre les 10% les meilleurs et on va leur garder 10 postes à l'université pour eux. Et elle commence à développer l'idée, le raisonnement, que la raison pour laquelle elle n'a pas été admise, c'est parce que sa place, celle qui lui revenait de droit comme étudiante blanche, qui est évidemment à sa place, d'autant que je crois que son père avait été dans la même fac, donc elle pensait que c'était hérité, c'était naturel, c'est à cause de ce programme. Et donc, elle poursuit l'université en justice pour discrimination inversée. Elle est financée, conseillée et poussée dans l'ensemble de ses procédures par un néoconservateur du nom d'Ed Blum, qui est un multimilliardaire, qui est encore à l'origine de la plainte qui a été déposée par les étudiants asiatiques de Harvard l'année dernière, qui ont perdu également, mais qui ont de la même façon été manipulés pour mettre à bas les politiques de discrimination positive. Et donc les juges se sont saisis de l'affaire d'Abigail Fisher. Ils ont cherché dans tous les sens, ils ont tout retourné, son dossier, cette histoire de programme, etc.
le bilan est sans appel. Elle n'avait pas les bonnes notes, elle n'avait pas le bon dossier. Le programme en question a fait en sorte que des dizaines d'étudiants blancs ont eu la place et pas elle. Et surtout, il est bon de rappeler que la catégorie démographique qui a le plus bénéficié des politiques d'affirmative action depuis la fin des droits civiques, ce sont les femmes blanches. Et que s'il y a une mixité de genre à l'université américaine aussi importante aujourd'hui, c'est grâce aux politiques d'affirmative action ou d'action positive, comme tu disais, et qu'en revanche, elles sont attaquées très sévèrement sur la question des minorités raciales, et qu'aujourd'hui, les universités américaines, dont j'en connais certaines, sont des institutions où les fils à papa blancs se rassemblent et reçoivent un enseignement toujours de très grande qualité, mais où la diversité s'est évanouie. Donc tu as mentionné qu'Abigail Fisher avait été soutenue, d'ailleurs on dit même qu'elle a été recrutée par Edward Blum, et cette même personne qui a donc soutenu des groupes asiatiques américains pour monter une action auprès des tribunaux et justement pour dénoncer cette discrimination inversée, donc c'est à l'encontre des personnes asiatiques. Donc moi j'en ai beaucoup entendu parler par rapport aux Asiatiques, et encore une fois on parle même ici du mascoting racial, c'est-à-dire qu'ils auraient utilisé des personnes asiatiques pour aller porter une revendication qui va profiter finalement aux Blancs. C'est pour donner l'impression que c'est pas raciste en fait. Ah non, c'est tordu. Hein. Ouais. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez... Et d'ailleurs, c'est machiavélique en fait. Ouais, et j'aimerais qu'on écoute un son. 17 million Asian Americans in this country, and there's 17 million Italian Americans. They have The Godfather, Goodfellas, Rocky, The Sopranos. We got Long Duck Dog, so we got a long way to go. Alors, c'est le discours de Alan Yang, qui est le co-scénariste de Master of None. C'était en 2016, lorsqu'ils ont reçu un Emmy pour la meilleure comédie. Et dans ce discours, on a l'écho à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a autant de personnes asiatiques américaines que d'Italo-américains sur le territoire états-unien. Pourtant, il y a une représentation des Italo-américains, donc les blancs ethniques, qui est beaucoup plus répandue, vaste. Et donc, le fait d'utiliser des personnes asiatiques pour dire, regardez, eux, ils réussissent mieux, et c'est presque des blancs, c'est faux. Parce que, clairement, comme le dit Alan Yang, we've got a long way to go, ça veut dire que c'est pas pour aujourd'hui, en fait, la représentation des personnes asiatiques sur l'espace hollywoodien, mais vraiment l'espace public états-unien et global. Donc, il fait référence à Long Duck Dong, qui est un personnage caricatural, raciste de 16 Candles, un film de coming of age, un film, un classique des films adolescents de John Hughes de 1984. Et donc vraiment, c'est l'utilisation de la minorité modèle, donc ce concept qui a été forgé et qui donc bénéficierait aux personnes asiatiques sur le territoire américain, mais aussi en France. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent eux, ils sont vraiment bien intégrés, ils sont vraiment discrets, travailleurs, et d'ailleurs, regardez comme ils réussissent à l'école. Ça, c'est vraiment une rhétorique qui sert à diviser les luttes. Effectivement, ouais, c'est intéressant de voir comment en fait ils masquent vraiment cette volonté de défendre la position sociale supérieure des Blancs en faisant croire en fait que le sort des Asiatiques leur importe, alors qu'en vérité, je pense que c'est pas vraiment leur priorité. Mais il y a une situation qui est fascinante des Asiatiques aux États-Unis, c'est-à-dire c'est le groupe racial, ethnique, démographique, selon qu'on voudra dire les mots ou pas, le plus riche de tous les groupes raciaux des États-Unis. Ils sont plus riches que les Blancs proportionnellement. Pourquoi ? Parce que ce sont en général des immigrés qui sont venus déjà avec une éducation de la part des parents très importante, avec un investissement très très fort sur l'éducation, faute d'avoir accès à d'autres champs de la représentation, comme tu pouvais le dire. Et donc aujourd'hui, Harvard, où cette plainte a été déposée, est un des campus où la population asiatique est la plus importante. Tant et si bien que dans certaines classes, je crois qu'à partir de 2019, c'était le plus grand groupe, le plus important de tous les nouveaux étudiants admis. Et donc, la ruse consiste à dire que Harvard, en réalité, limite le nombre d'Asiatiques dans certaines classes au nom de la diversité. Et que donc, par conséquent, ce serait une discrimination contre les Asiatiques pour les Noirs qui se seraient mis en place. Et donc évidemment, là de la même façon, la juge a dit que mais non, pas du tout, ça n'a strictement aucun sens. Et beaucoup d'étudiants asiatiques d'ailleurs se sont exprimés pour dire qu'ils étaient franchement désolés d'être pris comme ça dans une espèce de stratégie de défense de la suprématie blanche à leur corps défendant, dans la mesure où certes ils sont très représentés dans les très grandes universités et leur niveau socio-professionnel est très élevé, mais ils subissent une discrimination et un mépris culturel absolument considérable, ce qui fait qu'à aucun moment ils ne peuvent
doivent être considérés comme des blancs honoraires. Voilà, donc ça c'est... Et tu cites dans ton livre d'ailleurs 2 cas de personnes asiatiques qui ont demandé devant la justice à être considérées comme des personnes blanches. Et ça, je trouve ça clairement... Enfin, c'est très intéressant parce qu'ils démontrent que la carnation de leur peau est claire. Ou sinon, ils utilisent le statut social d'origine dans leur pays, parce qu'il y avait un mec qui était un homme qui était d'origine indienne qui disait qu'il était issu d'une caste élevée et qu'il essayait de trouver des équivalences avec le système. Mais il a pris les juges au mot. Il a dit, vous pensez que la race, c'est la question de à quels groupes humains biologiquement déterminés par les racialistes du 19e siècle. Ben, moi, je suis de la caste machin, donc je suis relié aux Aryens, donc les Caucasiens, donc je suis aussi blanc que vous. Sauf qu'évidemment, il était indien, donc avec une carnation assez foncée. Et il a été rejeté alors qu'il avait combattu, etc. De même, un autre Américain d'origine japonaise qui arrive, qui dit « Mais regardez ma peau, regardez, je suis plus blanche que la plupart les Américains, du Sud, etc. c'est ça, » Et c'est là qu'on voit toute l'hypocrisie de la construction raciale. Les juges disent « Oui, d'accord, bon, peut-être qu'au niveau biologique, mais quand même, tout le monde sait bien ce qu'est un blanc. » Et tout le monde sait bien ce qu'est un blanc, ça définit bien l'idée que c'est toujours contre eux. Et c'est pour ça que Donald Trump n'a pas besoin d'être explicitement raciste, ce qu'il est par ailleurs. Hein. Mais à chaque fois qu'il dit « nous », dans la mesure où il ne cesse de dire « eux, les Mexicains, eux, les musulmans, eux, les Noirs, eux, les radicaux, eux, les antifas, etc. » En fait, en miroir, en creux, on sait très bien de qui il parle quand il dit « nous ». Et donc, c'est implicite, explicite. Que c'était une question de couleur de peau, je pense que Trump passerait pas le test. Hein. Trop orange. Je pense que là, orange, personne ne peut le reconnaître dans sa catégorie. L'arrivée d'Obama... a été vraiment un tournant en termes de discours et en termes de perception des États-Unis d'eux-mêmes, et elle a été assimilée par certains à un changement civilisationnel. Tu parles dans ton livre de la perte du monde connu et de la désorientation identitaire que ça a pu provoquer chez certains, dans le sens où les Blancs ont perdu l'exclusivité de l'exercice du pouvoir. Ils avaient le sentiment que les postes de pouvoir leur appartenaient, et tout d'un coup, voir une famille noire accéder à la Maison-Blanche et puis d'autres représentations politiques, ça a eu une perception, en fait, tu le dis, assez forte des Blancs sur leurs opportunités dans le contexte américain. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage ? Oui, alors, il est certain que l'élection d'Obama en 2008 a déclenché chez les gens qui étaient déjà prédisposés à voir un petit peu trop le progrès racial comme se faisant à leurs dépens, quelque chose qui les a fait vibrer. Mais une fois de plus, moi je voudrais quand même dire que c'est pas l'élection d'Obama en tant que telle qui a rendu les gens fous. C'est le discours républicain qui a été apporté dès son élection qui a rendu les gens fous. La lecture, vous savez, c'est comme quand vous avez une photo avec une note de bas de page. En fait, c'est la note de bas de page qui dit la façon dont on regarde la photo. Obama, il a été élu, certes, par une vaste coalition de population en position de minorité, etc., mais avec quand même la possibilité d'être un président inclusif, ouvert à tous, etc. Mais dès qu'il est élu, les républicains commencent le discours de « on perd notre pays ». Dès qu'il est élu, les premiers birthers autour de Donald Trump commençaient à dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce président ? Mais il n'est pas américain. » Les birthers, c'est ceux qui demandaient son certificat de naissance. Qui ont commencé à demander, et c'est Trump qui est à l'origine de tout ça, son certificat de naissance. 2010, rendez-vous compte, 2 ans à peine après son élection, le Tea Party se répand dans tout le pays comme une traînée de poudre, avec comme discours « on veut récupérer notre pays », avec comme discours « qu'est-ce que c'est que ce plan de relance qui fait qu'on va donner aux pauvres et aux minorités », avec le discours de « la réforme de la santé de Obama, c'est l'équivalent de tuer les Blancs ». Enfin, on a vu dans les rallyes des choses de cet ordre-là. Et en fait, c'est la façon dont, et les médias conservateurs complètement dérégulés, les radios comme les télés façon Fox News, et les élus conservateurs ont commencé à diffuser ce discours qui était certes de la haine raciale, mais qui était aussi une activation du ressentiment racial chez des Blancs qui, par ailleurs, il y a des gens qui sont comme tout le monde, ils n'ont pas forcément envie que leur fille se marie avec un Noir, mais ils vont pas forcément non plus avoir l'idée qu'ils vont voter pour Donald Trump. Et en fait, ils ont été chauffés à blanc, c'est le cas de le dire, pardon pour l'expression, par ce discours républicain qui fait que l'élection d'Obama a été lue comme la dépossession est en train d'être accélérée. Et comme en plus, dès 2012, le census américain a commencé à rendre publiques les perspectives démographiques en annonçant que bientôt, l'horloge tourne, et qu'en 2044, les Blancs seraient numériquement minoritaires, il y a eu quelque chose qui s'est encliqué, une espèce de passage à l'axe presque psychotique, mais qui en fait est entièrement politique, parce que moi je veux pas avoir une lecture clinique des comportements politiques, tout ça est extrêmement politique, qui fait que le ressentiment a été entretenu et ressassé, et que Trump a été un des agents de ça, et qu'il a commencé à grimper vers la présidence à partir du moment où il a dit « Obama est noir ».
Ergo, il ne peut pas être américain. Et plus récemment, l'épidémie de Covid-19, qui a lourdement touché la population états-unienne, a aussi amplifié ce sentiment de désorientation identitaire. Tu montres comme cela a entamé la confiance des Blancs dans le rêve américain et leurs croyances. Alors en fait, ça avait commencé avant le Covid. En fait, c'est compliqué de se remettre en cause parce que les États-Unis continuent à vibrer, toutes races confondues, à l'idée du rêve américain. Pour le faire très vite, c'est une expression extrêmement convenue, c'est un lieu commun, c'est l'idée de l'ascension sociale. C'est-à-dire mes enfants feront mieux que moi. Et cette chose n'existe plus. Ça fait 30 ans que les politiques d'austérité et la captation des richesses par une minorité fait que c'est devenu impossible. Et donc l'espèce d'amertume qui tient du fait que vous avez 1, 2, 3, 4 emplois, qu'avec la crise de 2008, vous perdez votre maison, et en plus après, avec l'idée qu'aucune institution ne vous protège, ça renforce l'idée du grégarisme. On renforce les liens autour des siens. Et donc là, évidemment, le Covid, c'est terrible, puisque c'est un ravage économique absolu. Là, on annonce 40 millions de personnes qui vont être mises à la rue parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Devinez quel est le groupe qui est surreprésenté parmi les locataires parce qu'ils n'ont jamais pu accéder à la propriété. Ce sont évidemment les Noirs. Et donc, il y a toujours cette espèce de ligne de fracture raciale, alors même que le pays entier est ravagé et qu'aujourd'hui, des millions de gens font la queue à l'armée du salut pour avoir à manger. C'est de ce niveau-là aujourd'hui. Tu évoques à plusieurs reprises ce langage codé qui exprime du racisme sans être explicite, ces mots-clés qui implicitement activent un inconscient raciste. Dans les années 60-70, à l'époque de Nixon, on parlait de majorité silencieuse. Reagan a parlé des invisibles. Il a construit cette figure de la welfare queen. Est-ce que tu pourrais nous rappeler qui elle est ? Alors, il y a eu une personne qui, à Chicago, dans les années 80, a mis en place un système d'escroquerie. C'est une femme qui s'est fait passer pour veuve, pour s'inscrire, pour recevoir vous savez, les allocations, les indemnités de veuve de guerre, je crois. Et puis, elle a eu 2-3 identités. Enfin, une histoire de délinquance en col blanc, comme il en existe en 50. Mais simplement, Ronald Reagan a commencé à utiliser cet élément de langage de la welfare queen. Donc, welfare, c'est assistance sociale et queen, c'est la reine. En disant, mais vous savez, pendant que vous, les Américains, vous travaillez, il y en a certains et certaines, dont je ne vais pas dire la couleur de peau, mais qui s'amusent à faire des fraudes aux allocations chômage, à demander beaucoup plus de soutien et d'aide de l'État qu'ils ne le méritent, et qui roulent en Cadillac, qui mangent du caviar et qui boivent du champagne, pendant que vous, les bons Américains, quand même, vous travaillez. Et en fait, ça a un petit côté presque ridicule, tellement c'est caricatural, mais l'image a été extrêmement saisissante, et surtout, elle illustre la profondeur d'un sentiment aux États-Unis qui est encore, pour moi, qui est encore un mystère aujourd'hui, qui est pourquoi est-ce que les Américains, y compris ceux qui en ont le plus besoin, préfèrent ne pas avoir d'assurance santé universelle, ne pas avoir d'indemnité chômage, ne même pas avoir de congés payés. Ça n'existe pas aux États-Unis parce qu'ils pensent que tout ça, c'est pour les Noirs. Aujourd'hui, il y a un livre qui est sorti récemment aux États-Unis qui s'appelle « Mourir d'être blanc ». C'est un médecin qui va dans le Sud pour essayer de comprendre pourquoi des gens qui sont malades, qui arrivent dans les interviews, parce qu'il est sociologue, donc il essaye aussi de les interviewer. Ils arrivent avec des respirateurs, ils arrivent en fauteuil roulant, avec des cannes, ils sont dans un état de santé absolument terrible. Et quand on leur dit « mais vous pensez pas que l'assurance santé universelle telle qu'Obama l'a défendue, ce serait une bonne chose ?» Ils disent « jamais ». C'est jamais. absurde. Et quand on creuse, on se rend compte que la raison pour laquelle ils préfèrent mourir plutôt que d'avoir une assurance pour tous, c'est qu'ils croient au discours républicain selon lequel, eux, ils ont travaillé, et s'il y a une assurance collective et une forme de solidarité nationale, c'est forcément les minorités qui vont se baffrer et qui vont en avoir plein pendant qu'eux n'auront rien. Et je signale juste que si Donald Trump est réélu, et même s'il n'est pas réélu, mais qu'il arrive à nommer une nouvelle juge à la Cour suprême, l'objectif de cette Cour républicaine, c'est de liquider Obamacare. On est en train de parler de 220 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis, on en annonce 400 s'il y a un deuxième pic, et ce que les républicains ont comme grand projet pour l'Amérique, c'est de supprimer Obamacare. On est dans une nécropolitique, c'est une politique de la mort. Et il y a un point où ils savent très bien que les minorités sont surreprésentées parmi les personnes vulnérables. Donc je veux pas avoir du racisme partout, mais je sais quand même le voir quand il est là, quoi. Justement, cette rhétorique de la welfare queen me fait penser à un discours très connu. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler.
Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Normalement, à la fin, il dit, si vous ajoutez le bruit et l'odeur, le travailleur français devient fou. Donc, en sous-entendant... Sur le palier. Ouais, exactement. Sous-entendant que ce travailleur français... Enfin, je pense que le sous-entendu, c'est que c'est un travailleur blanc. Et je trouve que ça fait vraiment un écho très, très fort. Donc là, on est en 1991. C'était Jacques Chirac avant qu'il n'accède à la présidence 4 ans plus tard. Et ça fait un écho très étonnant, en fait, à ce que disait Ronald Reagan 10 ans plus tôt. Mais je ne sais pas ce qui est le plus abject, pour y aller franchement dans cette citation, si c'est le bruit et l'odeur, ou si c'est ce petit adverbe naturellement. Oui. Lorsqu'il dit et qu'il touche 50 000 francs d'allocation, naturellement, sans travailler. Donc, que signifie ce naturellement? Qu'un immigré africain en France, naturellement, ne travaille pas. Donc, derrière cette naturalisation, il y a quand même toute une réflexion qui passe, mais qui est très exactement similaire à ce que Ronald Reagan décrivait lorsqu'il parlait ou de la welfare queen, ou à un autre moment, il utilise la métaphore du jeune noir qui coupe la file et qui va s'acheter un bon bout de steak pendant que vous mangez du poulet bon marché. Il a utilisé tout ça, sauf que en France, à l'exception du Front National, cette politisation du ressentiment, elle est restée marginale, je dirais, jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy. Aux États-Unis, c'est devenu la ligne dure du Parti républicain jusqu'à aujourd'hui être la seule chose, c'est-à-dire que certes on continue à être néolibéral et à faire la politique des plus fortunés, mais quand même cette espèce d'identité patrimoine qu'il faut faire fructifier, c'est quand même devenu l'alpha et l'oméga du Parti républicain, il n'y a plus que ça. Pour faire un autre parallèle avec la France, c'est vrai qu'il y a aussi en France une expression de plus en plus forte de la catégorie de blancs comme victimes. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui, pour moi, me rappelle l'inversement de la culpabilité. Tu sais qu'on voit dans le féminisme, par exemple, on l'a vu récemment avec le mouvement du 14 septembre, au lieu d'éduquer nos fils à ne pas voir en des filles des corps sexués, on demande à nos filles de s'habiller correctement. Donc en fait, on inverse cette charge. Cette charge. Voilà. Et donc là, par rapport à ce qu'on appelle la victimisation, il y a un inversement également. C'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître qu'il y a des victimes de racisme dans des populations, on crée des victimes dans une catégorie où le préjudice n'existe pas. Donc il y a un inversement de ce mécanisme de victime et on a des discours de plus en plus donc acceptés dans l'espace public, tels que celui qu'on peut entendre. Le racisme anti-blanc est-il une réalité? Oui, pour 47% des Français, selon le sondage IFOP fiducial pour CNews. 36% estiment qu'il s'agit de faits marginaux, 17% ne se prononcent pas. Cette idée de racisme anti-blanc, pour une personne sur deux, ça correspond à une réalité, environ 47%. Et là aussi, c'est très fort dans les catégories populaires, c'est fort chez les sympathisants du Rassemblement national, chez les sympathisants de droite. 47% des Français disent que ça correspond à une réalité. Toujours selon le sondage, 32% des Français interrogés estiment qu'il y a un privilège blanc et 30% parlent d'un racisme d'État. L'idée qu'il y a un racisme d'État est minoritaire, mais c'est quand même 30% des Français qui considèrent que le racisme d'État, le fait qu'il y ait des discriminations imposées à l'échelle étatique, est une réalité. Là aussi, une question qui montre une fracturation de la société. Des Français divisés donc, mais qui semblent d'accord sur un point. Face à la polémique du racisme chez les personnages historiques, 71% estiment qu'il ne faut pas retirer leur statut, ni débaptiser les rues portant leur nom. Alors, c'était sur CNews le 19 juin 2020. Ce que je trouve intéressant, c'est le contexte. En juin 2020, en France, on était justement dans ce renouveau de la formulation médiatique de la question raciale, enfin, en tout cas, de la question de l'antiracisme, puisqu'on était juste après, un mois après la mort de George Floyd et après les manifestations contre les violences policières racistes. Donc, le fait qu'on interroge les Français sur leur perception du racisme anti-blanc à un moment où on dénonçait la mort de personnes non blanches du fait de la police, c'est un timing quand même qui témoigne d'un déplacement, en fait, de la priorité, d'une forme de réalité. Et le fait qu'il y ait 47% de Français qui pensent à l'existence d'un racisme anti-blanc, c'est aussi de nature à nous interroger. Mais c'est d'autant plus le cas que vous savez que les premières manifestations, l'apparition du terme racisme anti-blanc dans les médias, c'est 2005. Oui. Intéressant comme date. C'est-à-dire qu'au moment où l'antiracisme politique, les grandes manifestations, etc., où la question se pose, il y a immédiatement une espèce d'antidote, de contrepoison qui est injecté avec l'idée qu'on commence à parler, les figures néoconservatrices à la française que l'on connaît, qui commencent à lancer cet élément de langage. Mais là aussi, c'est pas le peuple qui invente l'idée du racisme anti-blanc. Ce sont les élites conservatrices qui, à coup
coups de Marianne, Valeurs actuelles, répliques, etc., ont commencé à distiller la petite musique selon laquelle, en fait, quand même, dans les banlieues, c'est compliqué. Il y a la guerre des yeux. Vous comprenez, les Français sont de souche, parce que les descendants de Gaulois sont obligés de baisser les yeux. Et donc, toute cette idéologie, en fait, elle a été distillée par les élites dans le peuple. Mais ce qui est très intéressant, c'est les résonances et les ponts entre la France et les États-Unis. Vous savez, par exemple, que la thèse du grand remplacisme connaît beaucoup de succès auprès de l'extrême droite américaine. On aime beaucoup cette idée selon laquelle les Blancs vont être remplacés par les minorités. Alors évidemment, le surmoi colonial de la France, ça lui parle, parce qu'on trouvait dans les Antilles ou même en Algérie l'idée que les indigènes allaient se venger, et donc ils allaient faire une reconquête de tous les territoires. Mais il y a plus subtil encore. Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Grèce, qui était un groupe d'extrême droite d'universitaires dans les années 80 avec Alain Devenoy, et qui a été traduit et qui est pas mal lu aux États-Unis dans les mouvements d'extrême droite, et qui apportait l'idée selon laquelle on ne pouvait pas être raciste en tant que tel. C'est-à-dire, l'idée n'était plus de dire que les afrodescendants devaient remonter dans leurs arbres ou que les asiatiques étaient ceci ou cela. En revanche, ça consistait à culturaliser les différences raciales en disant il y a la race des blancs, la race des noirs, la race des asiatiques, et on a tous le droit de préserver nos spécificités. C'est-à-dire que de même que les Asiatiques peuvent vouloir préserver leur culture et les Noirs préserver leur culture, nous aussi les Blancs, on se définit comme un groupe culturel homogène et donc on a le droit de défendre notre patrimoine. On ne parlait pas de race, on ne parlait pas de biologie, on parle de culture, on parle de patrimoine, on parle du fait que la laïcité, le christianisme, nos bonnes écoles, etc., suivez mon regard, que tout ça c'est en danger parce qu'il y a des territoires perdus, il y a du séparatisme, etc. Et ça vient de cette pensée d'extrême droite des années 60 qui consiste à dire, nous aussi, on a des droits civiques à faire valoir. Et tout le tour de passe-passe dans les années 70 de la droite américaine, ça a été de s'approprier le langage et le répertoire des droits civiques pour les Blancs. Et c'est pour ça que le chef du Ku Klux Klan, le grand chef historique qui est David Duke, a parlé de White Power. On parle de White Power, il a fondé l'Association nationale pour l'advancement des White People, et donc une espèce de duplication, de copier-coller du Black Power, de la revendication pour les Blancs. On n'est pas raciste, mais on veut juste défendre la fierté blanche, le droit des Blancs à être célébrés, le droit des Blancs à avoir leurs héros, comme les autres. Sauf qu'évidemment, dans une situation d'asymétrie de pouvoir et de domination et d'exploitation, ça n'a pas le même sens. Mais on retrouve ça encore aujourd'hui chez certains dans l'extrême droite française et aussi la droite républicaine qui disent qu'il s'agit juste de défendre. On a le droit d'être fier d'être français quand même. On a le droit d'être fier de notre drapeau. On a le droit d'être fier d'être blanc quand même. Et pourquoi ce serait raciste? Voilà. Et cette espèce d'euphémisation quand même, elle a fait des allers-retours entre la France et les États-Unis qui est assez surprenante. Et je trouve que cet aller-retour dont tu parles, il est à double vitesse. C'est-à-dire que quand on parle de racisme, on nous dit souvent « vous importez des concepts venus des États-Unis ». Par contre, quand on parle de théorie suprémaciste blanche, on a l'impression qu'on nie tout rapport avec ces théories du suprémacisme blanc. Et j'aimerais qu'on écoute un son. On va prendre deux groupes extrêmes. Ouais. D'un côté, les filles d'origine asiatique, 92% de bachelières, et de l'autre côté, les garçons des familles d'Afrique subsaharienne, seulement 61%. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement français. Vous savez que pour entrer à Harvard, il y a des examens. Et on donne des bonus aux étudiants afro-américains et on donne des malus aux étudiants asiatiques. Bon, alors donc, les jeunes filles d'origine asiatique seraient en tête à chaque fois. On ne peut pas affirmer pourtant que certaines populations sont plus intelligentes que d'autres, non ? Évidemment, il ne s'agit pas, cher Patrick, de différences génétiques, évidemment. Et il faut aussi noter que les écarts sont de toujours aggravés par les inégalités sociales. Ils sont redoublés. Ils sont redoublés par les inégalités sociales. Mais tout de même, il y a un problème, c'est qu'on ne veut pas voir les différences culturelles et leurs conséquences. En 2010, il y avait un livre qui s'appelait Le déni des cultures, qui était écrit par un sociologue de gauche, Hugues Lagrange, et il montrait que les différences, par exemple, les différences culturelles expliquaient notamment la surdélinquance chez les gamins d'origine africaine. C'était en fait lié à un choc entre des cultures, une permissive et l'autre autoritaire. Voilà. On vient d'entendre la journaliste Elisabeth Lévy sur Sud Radio, donc c'est une chronique qu'elle tient. Donc ça, c'est suite à une étude d'une sociologue du CNAM, du Centre national des arts et métiers, qui démontre sur un panel de 30 000 étudiants que les jeunes filles d'origine asiatique sont
réussissent plus leur bac que d'autres portions de la population. Et donc ça, ce genre d'étude, qui ne prend évidemment pas en compte autre chose que, je pense, le nom de la personne, puisque je ne sais pas sur quoi c'est basé. Donc ça alimente la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux universités américaines. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a une minorité modèle qui a des compétences qui sont liées à leur culture, un truc culturaliste. C'est-à-dire qu'il y a une idée que la culture asiatique est propice pour que les enfants aient du succès à l'école parce que c'est une culture qui va prôner, je sais pas, l'apprentissage, l'efficacité. Et que donc, à contrario, enfin, en tout cas, en opposition à cela, il y a des cultures qui sont plus, alors, on a dit permissives, là, dans cet extrait, mais aussi moins, je sais pas, moins attentives, en fait, à la réussite scolaire de leurs enfants. Enfin, voilà. C'est ce qu'on imagine, quoi. C'est comme si d'un côté, il y avait des parents qui voulaient absolument que leurs enfants réussissent sur le plan scolaire et d'autres qui n'en avaient rien à faire, en fait, en tout cas, qui n'avaient pas les outils pour comprendre que c'était important. Alors qu'il y a tellement de facteurs, en fait, qu'on pourrait prendre en compte, qui serait aussi intéressant de savoir où habitent les gens en question. Par exemple, je pense que c'est aussi un critère qui pourrait dire des choses, quoi, sur parce qu'il n'y a pas seulement la culture d'origine, il y a l'environnement, il y a la construction du foyer familial, famille nombreuse ou pas. Il y a tellement de facteurs qui favorisent ou rendent plus difficile la réussite scolaire que Mais c'est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Grace, sur le fait que les mêmes qui aujourd'hui accusent les antiracistes d'importer des États-Unis ce qui se passe là-bas et le racialisme et identity politique, etc., ignorent à quel point, avec 25-30 ans de retard, ils ne font qu'être les petits perroquets de ce que les néoconservateurs américains ont décrit comme élément de langage sur comment faire pour forger une majorité conservatrice dans un pays. Ces fameux néoconservateurs dont je parlais avant, qui disent aux blancs méritants, qui ont le sentiment de travailler, la classe moyenne qui a le sentiment de ne pas y arriver parce que vraiment économiquement c'est difficile. Voilà, à partir de maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sur les campus, c'est des gauchistes, c'est les minorités, c'est la théorie critique et tout ça, ils remettent en cause nos bonnes valeurs et notre bonne civilisation. Et par ailleurs, il ne faut pas être vraiment raciste, on n'est pas raciste, on a juste une conception culturelle des différences. Et donc cette conception culturelle, on a le droit de le dire parce que vous comprenez, ma bonne dame, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Voilà. Toute cette espèce de rhétorique sur on a quand même le droit de dire que c'est dur d'être blanc en France, qu'on entend maintenant à longueur de plateau, qu'enfin quand il m'arrive de tomber sur LCI, où les bras m'en tombent, c'est-à-dire que ce qu'on entendait sur les radios et les téléconservatrices américaines il y a 20 ans, c'est aujourd'hui devenu des éléments de langage de tous ces gens qui ne savent pas à quel point ils n'inventent rien, mais ils se contentent de répéter la doxa conservatrice, et d'ailleurs de façon un petit peu moins brillante, ou en tout cas efficace, parce que en France, ça n'a pas de portée, ça n'a pas de sens de nous expliquer que nos campus sont gagnés par des minorités, des féministes de couleur complètement hystériques, qui empêchent les gens de parler. C'est déjà pas le cas aux États-Unis. C'est déjà pas le cas aux États-Unis, mais alors en France... Et même pas l'illusion en France. C'est même pas pour... Voilà. Donc en réalité, ceux qui importent les débats sur la culturalisation de la différence, sur le fait qu'on ne peut plus parler, sur le fait qu'il y ait du politiquement correct, etc., ce sont eux. Merci. On avait d'autres questions et d'autres commentaires, malheureusement... On a dépassé de très très loin la durée normale de ce podcast, mais du coup c'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec l'historienne Sylvie Laurent, autrice du livre qu'on vous recommande, Pauvre petit blanc, donc au singulier, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur l'échange qu'on vient d'avoir, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez scandaleux qu'on se moque des blancs qui ont l'impression d'être discriminés. Si vous êtes au contraire, vous avez fait des observations qui vont dans le même sens, vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le @ de Kiftaras sur Twitter et sur Facebook et le hashtag Kiftaras sur Instagram. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Sylvie. Merci les filles.